Bonjour, bienvenue dans Dimanche en politique. Avec Michel Barnier, chef du gouvernement, la droite a pris sa revanche politique et ça se voit dans le budget 2025 qui va être débattu à partir de demain. Il faut trouver 60 milliards. La commission d'enquête parlementaire sur les déficits permettra peut-être de connaître les responsables de cette situation. On va en parler avec l'invité de l'entretien de Dimanche en politique aujourd'hui, Vincent Jeanbrun. Bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole des députés Les Républicains, qui s'appelle maintenant Droite républicaine à l'Assemblée nationale, et vous êtes député du Val-de-Marne. Dans l'actualité de la semaine, il y a la mort de Yahya Sinwar, leader du Hamas, tué dans sa maison à Gaza par l'armée israélienne. La question, c'est de savoir si c'est un tournant. Pour Benyamin Netanyahou, c'est le début de la fin de la guerre, mais quand? La question reste posée. Emmanuel Macron défend un cessez-le-feu à Gaza depuis des mois et répète qu'Israël doit stopper ses bombardements sur le Liban. Pour vous, le cessez-le-feu, est-ce que ça doit être en même temps au Liban et sur Gaza? Ce qui est certain, c'est qu'il y a besoin de retrouver un chemin vers la paix. On a comme préalable, évidemment, le fait que tous les otages soient relâchés. Mais il y a effectivement un tournant dans ce conflit et on peut espérer maintenant qu'un dialogue puisse reprendre. Et la France, je le pense, peut jouer un rôle éminent là-dessus. C'est le feu au Liban ou à Gaza ou les deux en même temps? La paix doit se revenir partout dans le territoire. Personne n'a intérêt à ce qu'il y ait une escalade de la violence au Proche-Orient. Alors, il y a eu ce mot rapporté du Conseil des ministres d'Emmanuel Macron qui dit que M. Netanyahou ne doit pas oublier que son pays a été créé par une décision de l'ONU. Et ces propos rapportés, ça n'a pas plu à Emmanuel Macron. Je crois que je dis suffisamment sur la situation au Proche-Orient pour ne pas avoir besoin de ventriloque. Tout cela est une preuve, au fond, d'un délitement du débat public et d'un manque de professionnalisme des ministres qui ont répété des propos déformés, des journalistes qui les ont repris et des commentateurs qui ne se sont pas attardés à la réalité et à la véracité de tels propos. Alors, les journalistes critiqués, les commentateurs critiqués, on a l'habitude. Mais qu'un président de la République mette en cause le professionnalisme de ses ministres, dont la plupart viennent de vos rangs, est-ce que ça ne vous gêne pas? La France, quand il s'agit d'international, doit parler d'une seule voix. Et ça doit être celle du président de la République. Donc, ce qui se passe au Conseil des ministres doit rester au Conseil des ministres. Ce recadrage, il est logique, il est déplorable, parce qu'on aurait aimé l'éviter. Mais je comprends qu'il ait eu ces mots. Moi, j'étais maire dans une collectivité. Quand on se parle en toute confiance au sein d'une majorité, eh bien, on n'attend pas à ce que ça fuite de toutes parts. Très bien, d'autant mais plus quand que l'image de la France a été considérablement abîmée par cela, parce que d'autant qu'il est le Conseil de Bruxelles, c'est devant tout le monde, devant tous les autres pays. On ça aurait pu être en France. On a donné l'impression qu'on allait effectivement remettre en cause l'existence même d'Israël, ce qui n'est absolument pas ni ce qu'a voulu dire le chef de l'État, ni ce que pense la France. Donc, il était important de refaire une précision et un recadrage. Un président de la République qui recadre ses ministres, dont certains, y compris le premier d'entre eux, Premier ministre Michel Barnier, vient DLR, ça vous choque pas quand même en disant ces ministres ne sont pas des professionnels? Écoutez, s'il y a des choses comme ça qui mettent en danger l'image de la France et qui sont divulguées par un ministre, effectivement, c'est une erreur. Quel qu'il soit. Mais quel qu'il soit, peu importe, c'est pas le sujet. Quand on est ministre de la France, on se doit d'être à un certain niveau, ça va de soi. Et là, en l'occurrence, ça a mis en péril l'image de la France, surtout que ça a déformé la position de la France. Ce n'est pas les propos du président de la République. En nommant Michel Barnier, venu de la droite à Matignon, Emmanuel Macron louait une coexistence. Avouez qu'elle prend quand même une drôle de tournure, la coexistence, là. Michel Barnier nous parle de mutualisation des forces. Donc effectivement, c'est pas une coalition, c'est un nouveau mode de gouvernement. On expérimente quelque chose. On a la chance d'avoir Michel Barnier qui a le profil qui est le sien, l'expérience qui est la sienne et ce talent de négociateur pour tenir tous les bouts. Oui, mais ça part mal quand même, encore une fois, quand vous voyez cette séquence. Moi, je veux être positif. Il y a un démarrage, il y a une mise en place de chacun dans ses fonctions. Et effectivement, il y a un certain rappel à l'ordre d'un certain nombre de règles. Croyez bien que si le président de la République l'a fait au micro, puisqu'il corrigeait ses propres mots prétendus prononcés, Michel Barnier fait la même chose. Il exige le meilleur et le plus grand sérieux de ses ministres. Le budget 2025 va occuper les députés dans les semaines qui viennent avec une question. Le déficit de la France a-t-il été caché et par qui? Une commission d'enquête va demander des comptes. Vous avez proposé récemment une commission d'enquête qui devra déterminer les chiffres, les faits, la vérité, la dire aux Français. Mais moi, aussi longtemps que je serai à ce banc, comme le Premier ministre, le chef d'équipe d'un gouvernement, je m'en tiendrai aux faits, aux chiffres, et je dirai la vérité. À l'unanimité, la Commission des finances a décidé de demander à la présidente de l'Assemblée de lui donner les prérogatives de commission d'enquête. Si cette commission permet de s'interroger sur les raisons pour lesquelles on a eu plus de mal à prévoir les dépenses des collectivités locales d'une part et les recettes fiscales de l'autre par rapport à ce que donnaient les modèles traditionnels, je crois que ça permettra de faire avancer la préparation des budgets et nous travaillerons donc pleinement à cette commission.
Vincent Jeanbrun, vous êtes porte-parole des députés Les Républicains. La commission d'enquête, elle a été votée à l'unanimité pour savoir pourquoi on arrive à ces déficits-là. Qu'est-ce que vous en attendez, vous, aux Républicains ? Bon, on en attend la vérité et la transparence, celle qu'on doit aux Français. Les Français ont le droit de s'interroger. Il n'y a pas 36 solutions. Soit il y a eu une forme de volonté de dissimulation parce qu'il y avait des européennes à gagner. Dans ce cas-là, on a dit bon, on va pas tout de suite annoncer l'ampleur de la crise. Soit il y a eu un problème d'outils, de prévision de la part des services de Bercy. Dans les deux cas, il faut que les Français soient au courant. Dans les deux cas, c'est grave. Dans les deux cas, c'est grave. D'où le fait que cette commission d'enquête transpartisane puisse être votée à l'unanimité. Et on en attend beaucoup, c'est évident. Bruno Le Maire a été ministre de l'économie et des finances pendant 7 ans, depuis qu'Emmanuel Macron est élu à l'Élysée. Est-ce que c'est pas d'abord à lui de rendre des comptes ? J'imagine que dans le cadre de cette commission d'enquête, il sera invité à venir s'exprimer et à donner aussi sa version. Vous l'attendez, vous, de pied ferme ? Il a 7 ans de mandat d'expérience de ministre de l'économie derrière lui. S'il y a un problème d'évaluation des outils qui sont les nôtres pour prévoir nos recettes et nos dépenses, il est bien placé pour nous donner des éléments. Et si effectivement il a lui-même été contraint de ne pas donner tout à fait les solutions, on entend qu'il y aurait eu un projet. C'est la bonne question et la commission d'enquête le dira. Moi j'ai envie de le savoir, en tout cas si tel était le cas. Mais il nous dit à un moment donné qu'il était prêt à faire un projet de loi de budget modificatif en cours d'année et que finalement ça n'a pas été possible. Donc on lui a dit ça sera plus tard. Tout ça mérite des éclaircissements. Je préfère ne pas commenter tant que justement on n'a pas des éléments factuels et mené par une enquête transpartisane, c'est très important. Maintenant, on parle du budget 2025. Les députés, les Républicains voteront-ils le budget 2025 ? Vous savez, il est proposé à l'Assemblée nationale par le gouvernement ce budget et au Parlement, eh bien on parlemente. Donc on est là pour discuter d'un certain nombre de choses. Alors, et on a le droit d'amendement. Donc qu'est-ce que vous ne voulez pas ou vous voulez dans ce budget 2025 tel qu'il est proposé par le Premier ministre, et il a dit lui-même, dans un délai tellement court et avec une situation tellement difficile que de toute façon, c'est pas le budget parfait et c'est le rôle justement des deux chambres, l'Assemblée et le Sénat, de travailler. On va être précis. Et je vous réponds peut-être juste d'un mot. Un des points qui, pour nous, est très important, c'est défendre ceux qui travaillent et ceux qui ont travaillé toute leur vie, donc notamment les retraités. C'est trop vague. Non, mais ce budget, il prévoit des exonérations pour les entreprises, des exonérations sociales, des augmentations d'impôts pour les plus riches. Ça, la droite, en général, elle n'en veut pas de ça. S'il y a ça dans le budget, est-ce que vous le votez ? Nous, vous avez raison, on n'est pas fan des impôts de manière générale. Donc s'il y a ça dans le budget, est-ce que vous le votez ? Simplement, on a aussi pris conscience, tous, de la gravité de la situation pour notre pays. Et donc le sujet, s'il y a une contribution des familles les plus aisées et des entreprises les plus riches de manière très exceptionnelle, et ça c'est important, c'est quelque chose qu'on peut regarder à la condition que la priorité soit mise sur les économies. On a fait avec la droite républicaine autour de Laurent Wauquiez une proposition de 50 milliards d'euros d'économies. C'est pour nous, la priorité, elle doit être là. Et elle est fondamentale. Donc faire payer un peu plus exceptionnellement, c'est envisageable. Absolument exceptionnel. Mais et c'est à envisageable. Condition que ce budget défende effectivement les travailleurs, ceux qui travaillent. Le travail doit être récompensé dans notre pays avant l'assistanat. Et aussi, j'insiste là-dessus, ceux qui ont travaillé toute leur vie, le décalage de l'indexation des retraites, la revalorisation des retraites attendue par les retraités, elle ne peut pas se faire au détriment, tant qu'on n'aura pas essayé de mettre toutes les économies possibles sur la table, nous, alors, on souhaite soyons très clairs là aussi. Le report de la revalorisation des retraites de 6 mois, vous n'en voulez pas ? On va tout faire pour l'éviter. Et donc vous n'en voulez pas, très clairement. On a demandé au gouvernement de trouver des solutions alternatives. Michel Barnier est-ce que ça peut vous empêcher de voter le budget si ça reste dans le budget ? Alors, moi, je suis rassuré puisque Michel Barnier s'est dit ouvert et nous a dit qu'en responsabilité, si on était capable de proposer les 3-4 milliards d'euros d'économies que représenterait cette mesure, si on pouvait les compenser par ailleurs, il serait très ouvert et notamment, il le dit encore dans les colonnes du JDD aujourd'hui, très attentif à ce que les petites retraites ne soient pas... Donc vous êtes rassuré en attendant les débats quand même. Quoi qu'il en soit, ce budget, il a peu de chances d'être voté sans le 49.3. C'est presque inévitable, même Michel Barnier le dit. Le plus vite possible pour vous, le 49.3 ? Non, je ne crois pas. Et d'ailleurs, je ne crois pas que ce soit la philosophie de Michel Barnier. C'est un homme de dialogue, c'est un homme de consensus. Il l'a montré au niveau de ses fonctions européennes, notamment à l'occasion du Brexit. Et donc, il veut donner du temps au Parlement pour que le Parlement puisse exprimer un certain nombre d'amendements et de corrections. Alors, si le 49.3, c'est pas de suite, en revanche, les oppositions, la gauche notamment, vont déposer une motion de rejet dès demain soir. Absolument. Tout peut s'arrêter demain soir. Dès lundi soir, effectivement, ils essayent de mettre en danger le budget de la France et ils sont dans une stratégie du chaos. Ce n'est évidemment pas notre position. Tout peut s'arrêter demain soir si elle est votée. Si elle est votée, ça serait le chaos. Ça veut dire que c'est le shutdown, comme disent les Américains. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de budget, on ne sait plus comment on finance les fonctionnaires, les services publics. C'est pour ça que moi je parle de stratégie du chaos. Ils jouent avec le feu. La France insoumise. Mais vous craignez que cette motion de rejet soit votée ?
Je le crains parce que depuis quelques semaines, on voit qu'au niveau notamment des députés RN, ils n'hésitent pas à aller mêler leur voix à celle de la France Insoumise. On l'a vu même dans cette fameuse commission des finances où, sous l'autorité du président Coquerel, député LFI, on a eu 60 milliards d'euros d'impôts qui ont été votés là, ces derniers jours. Puis évidemment, nous, la droite républicaine, on y a fait barrage. Avec le RN. Et le RN a fait barrage aussi. Alors le RN, ils ont voté des augmentations d'impôts d'abord, puis ensuite ils ont fait barrage, donc c'est vrai qu'on ne sait plus très bien s'y retrouver. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut souligner ce point. Le gouvernement Barnier ne peut être censuré que si le RN vote avec la LFI. Mais ça, c'est possible. Vous pensez que c'est dans le domaine du possible? Écoutez, c'est leur responsabilité. Ils iront ensuite rendre compte à leurs électeurs en disant on fait la stratégie de la LFI. Mais c'est la même chose pour cette motion de rejet lundi. C'est pour qu'elle passe, il faut que tous les bancs de l'Assemblée qui ne sont pas dans le socle commun, donc le RN avec la LFI, votent ensemble. Mais c'est une crainte que vous avez, vous le dites très clairement. Mais c'est une possibilité, puisqu'on a vu ces dernières semaines que c'était possible. On a même des vice-présidents LFI à l'Assemblée nationale qui ont été élus grâce aux voix du Rassemblement national. Donc il y a effectivement cette stratégie où finalement les extrêmes se touchent et se parlent. Elle a de quoi nous inquiéter. Maintenant, j'appelle chacun à sa responsabilité. Tous les collègues députés doivent comprendre que s'il y a shutdown, comme disent les Américains, eh ben, il n'y a plus d'État français. On va accueillir Olivier Perroux, grand reporter politique à l'Express, qui est avec nous pour sa carte blanche aujourd'hui. Bonjour Olivier. Bonjour Francis, bonjour Vincent. Et c'est reparti pour un tour sur l'immigration. Oui, je voulais vous parler d'immigration parce que l'immigration, c'est une obsession de la droite française quand elle ne sait plus trop quoi dire. Alors, la loi Darmanin, elle n'est pas encore effective à 100%, que le gouvernement Barnier a déjà annoncé une nouvelle loi immigration en 2025. Ce sera la 33e en 40 ans. Alors vous, particulièrement, à LR, qu'est-ce que vous en attendez ? Pardon, mais vous dites que l'immigration, c'est une obsession de la droite droite en 40 ans, française. c'est beaucoup, admettez-le. C'est un sujet très sérieux qu'il faut prendre avec beaucoup de sérieux, et c'est un sujet qui, de toute façon, est regardé et attendu par les Français. Moi, mon obsession, c'est la sécurité et la protection des Français. Et quand vous avez des flux migratoires illégaux, qui ne sont absolument pas maîtrisés, et qui conduisent au drame qu'on a pu connaître, comme ceux imaginez qu'on est là devant nous, les parents de la petite Lola. Question d'Olivier, qu'est-ce que vous attendez de ce texte ? Excusez-moi, mais concrètement, de l'efficacité. Moi, c'est ça que j'en attends. Concrètement, ça veut dire qu'effectivement, on mette en œuvre une protection efficace de nos frontières, c'est pas le cas aujourd'hui, et qu'on puisse stopper de manière forte, très forte, l'immigration illégale. Et ça passe par une chose toute simple qui avait été supprimée sous François Hollande, le retour du délit de séjour irrégulier. Alors justement, c'est très intéressant. Fondamental pour moi. Toute la loi Retailleau, rien que la loi Retailleau, avec le durcissement des conditions de regroupement familial, vous venez de le dire, le délit de séjour irrégulier, le conditionnement des allocations familiales. Une personne aujourd'hui qui est OQTF. Ces mesures-là, c'est oui. Donc, elle est rentrée absolument. Je les souhaite. Pourquoi ? Parce qu'on doit dire aux Français comment on va être efficace. Mais Vincent Jeanbrun, ces mesures particulières-là, elles avaient été retoquées par le Conseil constitutionnel. Mais vous le savez très bien, pour des raisons de forme et pas pour des raisons de fond. Vous le savez, vous êtes journaliste, vous faites attention. Donc elles reviennent par la petite porte aujourd'hui. Mais c'est pas la petite porte, c'est la grande porte démocratique qui fait que justement, on va représenter au Parlement ces mesures-là, on va en débattre à fond, on va regarder ce qu'il est pertinent de choisir, mais il faut imaginer que nos forces de l'ordre aujourd'hui, elles repèrent quelqu'un qui est sous OQTF, c'est-à-dire qui est rentré illégalement sur notre territoire, qui y reste illégalement, et vous le constatez, vous lui dites, ce serait bien de partir, mais vous n'avez pas les moyens de le mettre en détention. En résumé, toute la loi Retailleau, rien que la loi Retailleau, c'est ce que vous demandez aux Républicains ce que je demande aux Républicains et à tout le Parlement, c'est de travailler à ce que on puisse dire aux Français, nos frontières sont protégées. Et le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, fait un travail en ce sens efficace, et on a hâte, effectivement, de pouvoir débattre de sa loi. Alors justement, qu'est-ce que vous attendez des députés du Rassemblement national sur ce texte, qu'ils votent avec vous ? Et moi, j'attends de tous mes collègues parlementaires, sur tous les bancs de l'Assemblée, qu'ils soient responsables. Quand vous avez plus de 70% des Français qui attendent qu'on leur apporte des solutions concrètes et efficaces pour protéger nos frontières, pour mieux intégrer les personnes qu'on accueille sur notre territoire, pour mieux protéger au quotidien nos familles, oui, qu'on soit en capacité de se dire, on a des solutions concrètes. Oui. Donc, vous attendez qu'ils votent avec vous mais j'attends que les parlementaires, c'est pas le RN pour le RN, c'est soyez responsables, allez dans vos circonscriptions, écoutez ce que vous dites, c'est un appel les Français. Alors, quand vous dites ça, quel parlementaire ? Mais à toutes les forces, il n'y a plus de majorité, il n'y a plus d'opposition. Donc ça veut dire qu'on doit aller en responsabilité, chaque député, se dire qu'est-ce que les Français attendent et comment je peux apporter des solutions, et que chacun ait bien en tête que le jour où il croise les parents de la petite Philippine,
il soit capable de leur dire voilà ce que j'ai voté, voilà ce que j'ai pas voté. Parce que c'est grave ce qui se passe dans notre pays. On a une puissance publique qui n'est pas capable de dire ça ne se reproduira pas. Et tant qu'on n'en sera pas là, je suis désolé, Merci. mais il y a la nécessité de loi comme ça sur l'immigration. Olivier. On va parler de l'avenir de la droite, parce qu'il y a un bureau provisoire des Républicains qui a été installé cette semaine avec Annie Genevard, qui est ministre, Bruno Retailleau était là, il n'est pas dans le bureau. Laurent Wauquiez était sur la photo aussi, mais Laurent Wauquiez, on ne l'entend pas beaucoup. Il est président de votre groupe à l'Assemblée nationale. Pourquoi on ne l'entend pas beaucoup ? Mais écoutez, moi qui suis à côté de lui, je l'entends beaucoup. Il Non, est très présent. Il est très présent à l'Assemblée nationale. Okay, mais il n'est pas présent dans le débat. Au sein de la droite républicaine, au sein de notre parti, les Républicains, on a eu une réunion importante pour travailler à la refondation de cette formation politique. Combien de temps ça va prendre ? Ça va prendre plusieurs mois et c'est un temps nécessaire pour qu'effectivement on puisse se poser les bonnes questions sur quelle est la nouvelle façon d'incarner la droite républicaine dans notre pays. Et Laurent Wauquiez a une mission extrêmement importante puisque c'est lui qui est chargé de la refondation de notre Donc de se préparer politique, pour 2027 ? De préparer notre formation politique à être 2027. à nouveau dans le débat. Et effectivement, Comment être dans le débat quand Laurent Wauquiez, par exemple, n'intervient pas beaucoup à choisir l'Assemblée notre nationale ? On ne sait pas si vous êtes dans l'opposition ou la majorité. C'est-à-dire non. le fait de ne pas intervenir, c'est facile, comme ça on ne sait pas. Mais pardon, mais il est intervenu lors de la discussion générale. Il a échangé avec le Premier ministre à cette occasion-là, comme tous les présidents de groupe, et sa position a été extrêmement claire. Donc Laurent Wauquiez prend la parole. C'est quoi la position ? Vous êtes dans l'opposition ou dans la majorité ? Et nous sommes en soutien du Premier ministre et du socle commun. La réponse a été donnée très clairement. Nous sommes la formation politique qui soutient le Premier ministre. Ça, il n'y a pas de doute possible à avoir. Maintenant, la droite républicaine doit effectivement se refonder et c'est une mission qui a été confiée à Laurent Wauquiez qui a fait le choix de quitter sa présidence de région pour venir dans le chaudron de l'Assemblée nationale pour se bagarrer. Question. Éric Ciotti, qui était le président de votre parti avant, vous en étiez même le porte-parole à l'époque où il était. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il fait quand même partie de la grande famille de droite ? Écoutez, en tout cas, il n'est plus un partenaire des Républicains. Non, est-ce qu'il fait partie de la famille de droite ? À l'époque où il était président, une sorte de coup d'État et tout seul a décidé que notre famille politique s'allierait avec le Rassemblement national. Ce n'est pas acceptable, ce ne sont pas des méthodes. Et moi, je les ai condamnés, je les condamne encore aujourd'hui. Est-ce qu'il fait toujours partie de la famille de droite, de la famille de pensée ? La droite républicaine n'est pas la même formation politique que celle qu'a lancée M. Ciotti. Nous sommes deux familles politiques différentes. Merci Vincent Jeanbrun d'avoir accepté notre invitation dans Dimanche en politique. Bonjour, rebonjour. Si le gouvernement de Michel Barnier était mis en minorité, la gauche est prête à prendre la relève. C'est le message du nouveau Front populaire depuis cet été. Pour l'instant, l'alliance entre insoumis, socialistes, écologistes et communistes tient. Ils ont fait front commun ces derniers jours sur le budget, sur la motion de censure du gouvernement. Mais la gauche a face à elle un front qui va des macronistes jusqu'au RN, parfois sur certains sujets, une sorte de barrage à la gauche. Invitée de Dimanche en politique, Marine Tondelier, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On va parler de la mort de ce cycliste de 27 ans à Paris, dans le 8e arrondissement, qu'on appelle les Beaux Quartiers, et qui suscite l'indignation et l'émotion. Des minutes de silence ont été organisées dans plusieurs villes hier. Le drame a eu lieu après une altercation avec un conducteur de SUV qui a renversé et écrasé le cycliste, selon les éléments de l'enquête. Le propriétaire de la voiture a été mis en examen pour meurtre et écroué. Le ministre des Transports va recevoir demain des associations de défense des cyclistes. Quel engagement en attendez-vous ? Eh bien, il faut que les moyens soient mis. C'est aussi simple que ça. Personne ne devrait mourir à 27 ans. Ça n'est pas un âge pour mourir. Les moyens, c'est-à-dire ? Et on devrait encore moins mourir parce qu'on a fait du vélo. Les moyens ? Vous savez, en 2022, Elisabeth Borne a décidé de faire un grand plan vélo et marche. Elle avait dit entre 2023 et 2027, chaque année, il y aura 250 millions pour des aménagements pour le vélo et la marche en France. Savez-vous combien d'euros ont été mis sur cette ligne cette année en 2024 ? 0. Donc c'est ça que vous attendez comme engagement ? Une promesse d'il y a 2 ans. Vous entendez ? Il y a 400 collectivités qui avaient signalé leur intérêt, qui ont commencé des projets, des équipes ont travaillé localement. Tout est en stand-by parce qu'il y avait 0 € en 2024. Pour 2025, savez-vous combien de budget prévoit ? 0 à nouveau. Donc c'est ce que vous attendez comme engagement ? Mais évidemment, parce qu'on voit bien que 50% des Français disent qu'ils pourraient faire du vélo s'ils se sentaient en sécurité. La réalité, c'est que dans beaucoup d'endroits en France, que ce soit dans les ruralités, parce qu'on voit bien quand on est sur des départementales, des routes régionales, que c'est dangereux, que sur en ville, je pense qu'on n'est pas rassuré quand on fait du vélo. Et on a ce culte de la voiture. On a des fois des gens qui achètent des voitures qui sont faites pour traverser le Kenya et qui s'en servent pour aller d'un arrondissement à un autre de Paris. C'est pas acceptable. Marie Tondelier, un autre débat surgit. Faut-il interdire les SUV en ville ? Mais je pense qu'on a une vraie réflexion à voir. Vous savez, les SUV aujourd'hui, ça veut tout dire et rien dire. Une Renault Capture, ça veut tout dire et rien dire. Non, mais une Renault Capture de 1,2 tonne, c'est considéré comme un SUV. Et on voit d'autres véhicules qui n'ont rien à faire en ville. Est-ce qu'il faut interdire certaines catégories de voitures ? Je pense que la question se pose parce qu'on voit bien que à partir d'un certain poids,
on multiplie par 2 le risque de tuer en ayant un impact. Et on voit aussi que plus la motorisation est lourde, plus c'est des moteurs puissants, plus le risque d'accident existe parce que les gens ont tendance à rouler plus vite et surtout à se sentir en sécurité dans leur habitacle. D'ailleurs, en cas d'accident, c'est pas eux qui sont les plus blessés, c'est les personnes qu'elles percutent. Donc c'est un vrai sujet de société, oui. Revenons à ce drame, puisque le conducteur est écroué, il a été mis en examen pour meurtre. On a entendu hier dans les rassemblements, faut pas qu'il sorte de prison avant son procès. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Il y a eu 252 rassemblements hier en France, donc c'est vous dire l'émotion que ça suscite. Nous, on était à Épinal pour les journées des ruralités écologistes avec des centaines de militants écolos. Il y avait beaucoup d'émotions parce que ça pourrait être nous, ça pourrait être nos enfants. Faut-il qu'il soit relaxé ou est-ce que vous dites pour mais nous, on n'est pas juge. Nous, on ne va pas donner des consignes aux juges. Est-ce que la justice doit être sévère ? Mais la justice n'a pas à être plus ou moins sévère, juste elle doit faire la justice. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que beaucoup de victimes de violences routières, de cyclistes, qui pourtant filment, vous savez, maintenant il y a des cyclistes qui mettent des caméras pour filmer, il y a énormément d'infractions, même de la violence routière envers les cyclistes, et ça n'est jamais suivi des faits, même quand on va au commissariat avec une vidéo. Donc je pense qu'il faut que la justice soit juste et qu'elle juge les faits. Et une meilleure prise en compte, si je vous entends. Oui, mais que ce soit suivi des faits et surtout qu'on s'assure de la sécurité des cyclistes, qu'on enseigne la conduite du vélo dès l'école, qu'on enseigne aux automobilistes aussi comment se comporter avec les vélos et qu'on fasse les aménagements, enfin, qui sont nécessaires à la sécurité des cyclistes, des piétons et des voitures. On va parler des inondations maintenant qui ont secoué le centre de la France, du Massif central jusqu'aux Alpes. Le Rhône est monté jusqu'à 6 mètres, des maisons inondées, des centres commerciaux. Il va falloir plusieurs jours pour évaluer l'étendue du désastre. La sirène de la ville a retenti pour alerter les habitants. Les rues du centre se sont transformées en rivières. Voilà, je suis bloquée dans un magasin. Ma voiture, elle est là. Encerclés d'eau, piégés dans leur voiture, ils progressent difficilement au milieu du courant. Là, vous êtes confinés, là ? Ben oui, parce que tout le bas, au rez-de-chaussée, un peu plus descendre, c'est inondé. Pris au piège par la montée des eaux, certains habitants d'Annonay doivent être évacués par hélicoptère. Ces vaches, impuissantes, emportées par les eaux du Lignon. On a des vergers un peu plus hauts qui n'ont pas été récoltés encore et qui ont trempé à la même hauteur. Et tout ce qui a été trempé est perdu, quoi. La préfecture a tout fermé, la circulation des trains est stoppée. L'eau a envahi la chaussée dans les deux sens, interrompant le trafic entre Lyon et Saint-Étienne. Les portes, elles font 2 mètres, il y a 20 cm, c'est monté à 1,80 m. Là, on va repartir à zéro. On va recommencer. De toute façon, elle ne redémarrera plus, donc elle va sûrement finir à la casse. Dans les communes concernées par cet épisode Cévenol, la loi sur les catastrophes naturelles puisse être actionnée, l'indemnisation puisse être mise en œuvre pour les personnes touchées. En fait, on attend malheureusement, je crois, une deuxième vague, donc on essaie de limiter les dégâts pour la prochaine fois. C'est donc un épisode inédit par son ampleur et qui est sans doute une expression du dérèglement climatique. J'y comprends plus rien là. Hein. C'est la deuxième fois, nous. Hein. En 78 ans, c'est la deuxième fois. Troisième. 2003, 2008 et puis maintenant. Marine Tondelier, imaginez, vous êtes aujourd'hui ministre de la Transition écologique. Ça se pourrait, puisqu'après tout, le nouveau Front Populaire... Pas dans ce gouvernement, non. Ok, non, dans un autre. Pour les raisons qu'on va expliquer. Un gouvernement du nouveau Front Populaire. Imaginons. Bon, bref, ça peut arriver. Quelles mesures vous prendriez, vous ? Déjà, il faut quand même comprendre qu'on est arrivé là, c'est pas juste des catastrophes naturelles. Oui, les précipitations ou le changement climatique, c'est naturel, mais les inondations ont aussi lieu parce qu'on est dans une société du drainage où depuis des années, des siècles, on a voulu forcer les cours d'eau, les canaliser, les bétonner, et que c'est l'artificialisation des sols et des cours d'eau qui amène aujourd'hui au fait que comme l'eau s'infiltre moins, l'été, il y a plus de sécheresse, et quand il y a de fortes précipitations, l'eau s'infiltre pas, elle ruisselle. Il faut quand même le préciser. C'est des choix, c'est pas juste la nature, l'ennemi, c'est les choix humains. Je pense que premièrement, en termes d'assurance, il faut une assurance sinistre publique. Moi, j'ai suivi beaucoup de sinistrés à Saint-Omer. C'est pas normal. On est 1 an après, quasiment. Beaucoup ont toujours pas pu retrouver leur maison. Et c'est pas normal que les assurances privées, quand c'est pour faire des profits, là, ils privatisent leurs profits.
Mais quand c'est des moments compliqués, ils socialisent les pertes. Ils disent, ah bah là, on n'indemnise pas, c'est à la société de le faire. Donc vous dites, il faut une assurance sinistre publique, que les assurances privées, qui font beaucoup de profits, soient obligées en fait d'abonder. Je pense que ça, c'est important sur le point de vue de l'indemnisation. Mais évidemment qu'il faut maintenant qu'on se pose des questions sérieuses sur l'aménagement du territoire. Il faut débitumer, il faut re-rendre les cours d'eau sauvages. Quand je pense qu'il y a des cours d'eau qui sont enterrés parce qu'on a construit des parkings ou des routes au-dessus, quand je pense à c'est tous les 10 ans un département français, l'équivalent d'un département français qui est bitumé. Donc ça, il faut arrêter. Et c'est quand on regarde les mesures que va prendre le gouvernement actuel, c'est l'inverse qui est prévu. Justement, Michel Barnier a déclaré vouloir assouplir au cas par cas la législation sur les zones zéro artificialisation nette. Mais alors, les élus locaux, j'en ai entendu un l'autre jour, disaient « moi je ne comprends pas ». D'un côté, on me dit « il ne faut pas que je construise sur certaines terres », mais de l'autre, on me dit « il faut faire du logement ». Moi, je comprends très bien. On fait quoi ? C'est qu'on est dans une société qui a du mal à voir le risque, il y a un déni autour du risque, et là, on risque de se réveiller progressivement, brutalement. Il faut changer. Il fait quoi ? Il construit des logements ? Il faut changer notre conversation avec la nature. Il faut changer notre manière d'être au monde. Il faut arrêter de faire comme si on trouverait toujours des solutions techniques. C'est pas vrai, on arrive à la limite de ça. Et donc, oui, par exemple, il faut remettre des haies qui empêchent l'érosion sur les berges des rivières. C'est des choses qui coûtent un peu d'argent. Il faut adapter nos territoires aussi au changement climatique. Et vous savez ce qui se passe ? Je reviens toujours sur le budget. Le fonds vert, qui a été mis en place par Elisabeth Borne il y a très peu de temps, en 2023 également, il baisse cette année de 60%. C'est 1,5 milliard en moins pour les collectivités pour faire ce genre d'aménagement. Vous regrettez beaucoup Elisabeth Borne, ça fait 2 fois que vous la citez. Mais j'avais dit sur ce plateau que pour moi, c'était une forme de dernier rempart. Elle était loin d'être écologiste, mais sur certains sujets, elle a tenté de faire des choses. Et quand je vois à quelle vitesse les promesses s'envolent en politique, je suis extrêmement inquiète. De ce fait. Puis peut-être que bientôt on regrettera M. Barnier parce qu'il y aura encore pire. Mais moi, je suis pas là pour être dans une fuite en avant du pire. Je suis là pour offrir aux Français le meilleur. C'est ça qu'on veut chez les écolos. On veut améliorer votre quotidien et préserver vos lendemains. Améliorer votre quotidien et préserver le lendemain. Et là, ils ne font ni l'un ni l'autre. Vous parliez de haies à replanter. Vous avez souvent dénoncé les remembrements, par exemple, dans l'agriculture, dans les terres agricoles. Vous avez aussi, parfois, et c'est régulièrement, pointé du doigt les agriculteurs parce qu'ils polluaient, parce qu'ils utilisaient des pesticides. C'est ni mon registre, ni mon langage, monsieur. On l'a entendu, peut-être pas chez vous, pas chez moi. Pas de votre part. Je suis petite fille d'agriculteur, vous le savez. Mais chez vous, on l'a entendu. du Pas-de-Calais. J'ai passé énormément de temps à discuter avec les agriculteurs depuis des années. Et ils savent, quand on sort du rendez-vous, que nous, on a toujours été là pour eux et on sera toujours là pour eux. On ne fait pas de mensonges aux agriculteurs. On ne leur dit pas « continuez tout comme avant, ça va bien se passer ». Mais aujourd'hui, c'est les victimes. Mais qui se bat depuis 40 ans pour qu'ils puissent avoir des terres agricoles encore ? Qui se bat pour qu'ils puissent vendre leurs produits dans les cantines ? Qui se bat contre les traités de libre-échange pour une rémunération juste ? C'est nous. Oui, mais Est-ce qu'ils sont les victimes ? Bien sûr qu'ils sont victimes. Bien sûr qu'ils sont victimes. Moi, je vous dis, à Saint-Omer, il y a des champs qui peuvent toujours pas être cultivés près d'un an après. Parce que quand vous avez un sol qui a été complètement inondé, qui est gorgé d'eau, c'est compliqué de remettre un tracteur dessus. Vous avez perdu votre travail de semis. L'hiver, ça a gelé, en plus, immédiatement. Et donc, c'est 1 an de travail perdu. C'est hyper triste, quoi. Vous parliez tout à l'heure du fonds vert, dont la somme va être réduite. Il y a aussi la réforme de MaPrimeRénov', la rénovation thermique des bâtiments. Ça va être vu à la baisse. La ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, demande aux députés de l'aider à obtenir plus de moyens. Allez-vous l'y aider, vous, les écologistes ? C'est ça le pire. On n'a pas voulu qu'on soit au gouvernement. Monsieur Barnier s'est appuyé sur une majorité quand même très baroque, puisqu'il dépend du bon vouloir du Rassemblement national. Il faut quand même le dire aux personnes qui nous écoutent. Ceux qui ne sont pas contents du gouvernement Barnier parce qu'ils voulaient plus de mesures sociales, c'est Marine Le Pen qui les en a privés. Beaucoup d'électeurs de Marine Le Pen disaient avec eux, notre vie sera mieux parce que, je sais pas quoi, elle va nous aider. Bon, c'était très hypocrite de sa part pour des raisons électoralistes, parce qu'elle veut en 2027 être élue et donc elle veut que les gens aillent de plus en plus mal parce que plus ils vont mal, plus ils votent pour elle. Elle les a privés d'un Premier ministre qui aurait fait le SMIC à 1 600 €, l'abrogation des retraites, etc. Alors, nous en sommes là. Madame Pannier-Runacher, Agnès Pannier-Runacher dit « aidez-moi ». Elle a fait le choix d'aller dans ce gouvernement. Vous n'allez pas l'aider. Ces budgets de l'environnement, on sait depuis le départ que ce sera catastrophique. Le fonds vert, on vient de donner ce chiffre, on sait depuis longtemps quand même. On sait par exemple le plan national d'adaptation au changement climatique, il devait sortir au printemps, il n'est toujours pas sorti, le numéro 3. Il est reporté. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'elle lance l'alarme le jour des inondations. Parce que si c'est le jour des inondations qu'elle s'inquiète de son budget, j'ai un problème. Parce qu'elle le sait quand même depuis qu'elle est ministre que le budget va être terrible. Ce qu'elle dit quand même, c'est si je n'ai pas les moyens, je ne exclus pas. Retenez-moi ou je fais un malheur. Voilà. Est-ce que vous lui dites carrément aujourd'hui, il vaut mieux démissionner maintenant ?
C'est elle qui décide. Non, mais quel conseil vous lui donnez? Elle s'est embarquée toute seule dans cette aventure. Donc, nous, on regarde, on est terrifiés par ça, mais c'est même pas un sujet de politique politicienne, c'est un sujet d'habitabilité de la planète. Et donc, elle s'est mise dans un gouvernement où tout le monde s'en fiche. Où vous savez, on a parlé de réarmement démocratique, démographique, etc. C'est l'écologie qui se prend la balle à la fin, tout le temps avec eux. Elle s'est mise dans la nasse, c'est ça que Les 1 milliard de coupes sur MaPrimeRénov', il y a eu la même chose de fait par décret au printemps. Elle le savait, ça, quand même. Elle était dans ce gouvernement. Vous l'avez entendu hurler à l'époque? Non. Et donc, quand on est ministre et qu'on laisse faire, après, ça se prolonge. Donc, il faut une rupture dans les politiques qui sont menées pour la justice sociale. Ça serait un coup. Mais pourquoi faire? Je sais pas, mais ça serait. Ce qui aurait été un coup, vous savez, c'est qu'elle réagisse et tous ses petits copains au moment où ils ont choisi de faire un gouvernement Barnier avec la droite très très à droite, des ennemis officiels de l'environnement qu'ils ont mis à l'agriculture, au transport, dans tous les ministères qui auraient pu faire un peu d'effet. Et donc, ils se sont mis eux-mêmes dans cette impasse. Le moment où il fallait agir, c'était cet été. On ne les a pas entendus. Marine Nous y sommes. Depuis votre accession à la tête d'Europe Écologie Verts il y a bientôt 2 ans, votre ambition, c'est d'ancrer les écologistes dans le paysage politique en passant par le nouveau Front populaire. C'est de sauver l'habitabilité de la planète. Mais là, on parle politique. Oui. Quand le nouveau Front populaire fait sa photo de famille, on ne voit qu'elle, et c'est fait exprès. Marine Tondelier a les codes de son époque, visible, efficace. Bonjour tout le monde, on sort de la conférence, la salle se vide. Rejoignez les écologistes Sciences Po, il y a plein de trucs à faire et je reviendrai vous voir, promis. Devant les étudiants de Sciences Po, elle aime raconter son combat chez elle, dans la circonscription de Marine Le Pen contre le RN. Moi j'ai fait l'école de la street, j'ai appris la politique à Hénin-Beaumont. Donc moi j'ai appris à me défendre, quoi. Elle tape aussi dans l'œil du magazine américain Time et entre dans son top 100 des personnalités de 2024. Une année où 2 événements vont lui donner des ailes. Le même soir, la victoire écrasante de Jordan Bardella aux Européennes et la dissolution de l'Assemblée nationale décidée par Emmanuel Macron. En quelques jours, Marine Tondelier s'invente trait d'union de la gauche. Pendant les européennes, je suis la seule à avoir discuté avec tout le monde, à aller déjeuner avec Jean-Luc Mélenchon, à aller petit déjeuner avec François Hollande, à aller voir les Insoumis, les communistes, les socialistes, François Ruffin, Clémentine Autain. Tout le temps, j'étais en lien avec tout le monde. Au siège des Verts, fumée blanche et veste verte apparaissent au balcon. Le NFP se lance à l'assaut des législatives anticipées. Nous l'avons fait, nous avons réussi à nous mettre d'accord sur... Et 2 tours de scrutin plus tard, la nouvelle coalition finit en tête. Ce soir, nous avons gagné, et je le dis clairement. On sait pourquoi, on sait grâce à qui, et on sait comment. Mais Marine Tondelier ne savait pas alors que le républicain Michel Barnier serait choisi comme Premier ministre et qu'il n'aurait pas de majorité pour gouverner. La patronne des écolos a alors repris son uniforme vert pour aller sur le terrain, cette semaine en soutien aux employés de Sanofi en grève. Pour moi, le problème n'est pas un fonds de pension américain ou français, c'est en partie oui, mais pas totalement. Et donc, l'État français devrait s'opposer, grâce à ce décret Montebourg, au rachat. Et toujours en tenue de combat, plutôt délavée ce jour-là, Marine Tondelier sort de Matignon. L'influenceuse des Verts parle à tout le monde, même au Premier ministre. On ne peut pas dire que ce soit notre Premier ministre, tout le monde a bien compris, je ne vous refais pas tout le film, mais il a aussi quand même bien compris que c'était sur nous qu'il allait devoir s'appuyer pour faire passer ces quelques minuscules propositions de recettes supplémentaires. Marine Tondelier, vous êtes les seuls au nouveau Front populaire à aller... Je n'avais pas vu les images de la sortie de Matignon qui sont assez apocalyptiques, je dois dire. C'est la vie. C'est en tout cas, vous êtes les seuls au nouveau Front populaire à aller rencontrer Michel Barnier. Est-ce que vous ne croyez pas que ça risque de faire grincer des dents à gauche? Ça n'a pas été le cas. Quel jeu vous jouez? Ça n'a pas été le cas. On joue un jeu très simple, celui de l'opposition, évidemment. Mais nous avons des désaccords et nous voulons en parler avec le Premier ministre. Parce que le pire qui pourrait arriver, c'est d'avoir des désaccords et d'être en plus dans l'incommunicabilité, de ne pas être capable de se le dire, de mettre des mots dessus, de se regarder dans les yeux. Vous dites avant, je n'aiderai pas Agnès Pannier-Runacher, je n'aiderai pas... Non, parce qu'on est... Donc rien ne va changer. Attendez, de fait, les seuls qui sont prêts à voter des mesures qui vont augmenter les crédits du budget d'écologie, c'est nous. Quand on voyait M. Barnier nous expliquer à quel point il était en détresse sur ces recettes supplémentaires à voter et nous demander si on serait bien là pour les voter, oui, on sera là pour les voter. C'est une forme d'ailleurs de victoire idéologique. Après 7 ans, nous expliquer qu'il faut toujours moins d'impôts, surtout pour les plus riches. Donc vous êtes Monsieur Barnier lui-même se rend à l'évidence que le macronisme, ça ne marchait pas. Vous êtes prête à voter certaines mesures du budget présenté par le gouvernement? Les mesures qui vont dans le sens de notre programme, c'est assez évident. Par exemple, le fait de taxer un peu plus les plus riches, même si c'est une micro-avancée, une micro-taxe et qu'elle est temporaire, alors que les baisses de dépenses, elles, sont pour tout le monde et pour tout le temps. C'est insuffisant, mais c'est un tout premier début que forcément on encouragera. Et que ce qu'on a dit à M. Barnier, c'est qu'on l'encouragerait même plus que sa propre pseudo-majorité, qui n'est d'accord sur rien. Et au final... Je vous dis quand même, ils ont passé des semaines et des semaines à se mettre d'accord sur qui, à faire un gouvernement, mais ils ont oublié de se mettre d'accord sur pourquoi faire. Et donc ils débattent entre eux dans les médias
sur est-ce qu'il faut augmenter les impôts ou pas. C'est tellement pas sérieux. Donc, certaines mesures, tellement pas sérieux, c'est tellement amateur. Ils sont d'accord sur rien entre eux. Vous pourriez voter certains aspects, certaines mesures. À la fin, il y a un vote final du budget. Les écologistes le voteront ou pas? Ça dépendra de ce qu'il y a dedans. Mais vous savez que déjà, vous pourriez vous abstenir. Il y a très peu de chances que ce soit un budget qui nous convienne. Mais vous voyez bien qu'en plus, c'est même pas sûr qu'il y ait un vote final. Ça va se terminer par un 49-3. Ils l'ont déjà annoncé. C'est-à-dire qu'on a un gouvernement illégitime qui, en plus, va devoir utiliser le 49-3 pour faire passer en force des mesures que leurs propres députés veulent pas voter. Donc je veux bien tout ce que vous voulez, mais ça va pas en plus être de ma faute. Je suis assez concernée du spectacle qui est donné aux Français, parce que franchement, un gouvernement qui soi-disant est sérieux, qui est même pas d'accord entre eux sur s'il faut augmenter les impôts ou pas, franchement, je suis perplexe. En tout cas, depuis le Nouveau Front Populaire, il y en a une avec laquelle vous êtes inséparables depuis plusieurs mois, c'est Lucie Casté. Hier encore, à Épinal, lors d'une rencontre sur la ruralité, et Lucie Casté a annoncé qu'elle ne sera pas candidate dans l'Isère où un siège de député s'est libéré. Le regrettez-vous? Oui, parce que je pense, comme beaucoup de Françaises et de Français, aimé voir Lucie Casté à l'Assemblée. Je pense que le Nouveau Front Populaire, c'est 4 forces politiques et c'est aussi la société civile. C'est pour ça qu'on avait fait ce choix de Premier ministre et c'est pour ça que je pense que ça aurait été bien de voir Lucie Casté entrer. Elle dit les conditions ne sont pas réunies. La faute à qui? Je pense que tout le monde a compris. Madame Casté, c'est une circonscription qui appartient à la France insoumise. Dans l'accord qu'on a fait. Le candidat qui a été élu démissionne de son poste de député pour des raisons pour lesquelles, oui, je pense qu'il fallait qu'il démissionne. Et donc, on retrouve avec une circonscription gagnable, libre. Comme plein de Français, comme plein de politiques, on s'est dit il faut que Lucie Casté y aille. Elle-même avait envie, elle aurait fait une super candidate et une super députée sur un sujet comme les services publics où on a franchement besoin de faire entendre de la voix. Ce qui se passe, c'est qu'on nous dit comme c'est une circon insoumise, elle doit siéger au groupe insoumis. Lucie Casté aurait donc été députée insoumise. C'est l'étiquette qu'on voulait lui coller. C'est pas juste elle qui veut pas, c'est que c'est pas ça le Nouveau Front Populaire. C'est pas ça Lucie Casté qui est autre chose. Donc si je comprends bien, vous en voulez à la France insoumise. C'est pas mon registre, mais elle avait 4 choix. Elle avait le choix entre dire oui, je suis députée insoumise. Je pense que c'était pas bien pour le NFP. Elle avait le choix entre. Il y a des gens qui me disent pourquoi tu dis pas oui, puis après à la fin tu le fais pas. C'est pas une menteuse. Elle a mon soutien là-dessus. Elle aurait pu dire écoutez, j'en ai marre de vos discussions, je me présente toute seule et puis qui même me suivent. Ça aurait été une forme de braquage qui aurait aussi nui à l'unité du NFP. Donc elle fait le choix courageux, digne et très classe, je le dis, de dire écoutez, les conditions ne sont pas réunies. Et elle part sur la pointe des pieds, elle en fait pas un scandale personnel et elle met toute son énergie pour que la circo reste à gauche. Est-ce que vous reprochez donc à la France insoumise d'avoir été intransigeante sur ce J'aurais aimé que ça se passe autrement, oui. Est-ce que je vais en faire tout un cinéma? La réponse est non. Ce que j'ai à leur dire, je leur ai dit. On en a parlé beaucoup avec Lucie ces derniers jours et voilà. Il n'y a plus Lucie Casté. On a une manière féminine de faire de la politique, vous voyez. Puisqu'il n'y a plus Lucie Casté, est-ce que cette circonscription doit rester à la France insoumise? C'est les militants locaux qui vont en discuter. Vous savez, c'est une circonscription qui était pas NUPES en 2022. Elle a été gagnée en 2024. Donc, faut faire attention. J'entends. C'est une circonscription spécifique avec des quartiers populaires et d'autres quartiers. C'est un accord que vous avez négocié au sein du Nouveau Front Populaire en la réservant à la France insoumise. Est-ce que vous remettez ça en cause? En juin 2024, oui. Est-ce que vous remettez ça en cause? Je souhaite qu'on se revoie très rapidement avec les 4 chefs de parti, comme on le fait une fois par semaine. C'est pas acquis que ce soit pour LFI. Je vois qu'on se veut très rapidement pour trouver la meilleure candidature possible. Qui n'est pas forcément LFI. Il faudra que ça agrée à LFI. Mais c'est pas forcément LFI. C'est eux c'est une circonscription fléchée vers eux. Moi, vous savez, il y a des circonscriptions écologistes où on a fait de la place à la société civile. Boris Tavernier, qui est élu à Lyon, qui faisait des épiceries vrac dans les quartiers populaires. Pouria Amir Chahi, qui est élu à Paris, Donc il faut que ce soit une circonscription Nouveau Front Populaire, si je vous entends, pas forcément liée à un parti. C'est une circonscription qui est fléchée vers la FI, donc il faut que ça leur agrée, mais il faut surtout trouver la meilleure solution avec les copains locaux de tous les partis qui connaissent la circonscription. Ils vont trop vite là ou quoi? Oui, c'était assez inélégant, je veux dire. On peut pas travailler comme ça et chacun balancer ses candidats. On a essayé de le faire intelligemment avec Lucie Casté. L'intelligence en politique, parfois, ça suffit pas. Il faut être intelligent pour deux, dit-on. Je pense qu'il faut, et puis surtout, il faut se préserver des méthodes de bourrin et c'est pas parce que des fois, vous appréciez pas un truc qu'il faut surenchérir en étant encore plus bourrin. Nous, franchement, on va être constructifs, on va chercher la solution. C'est ce qu'on a toujours fait chez les écologistes. C'est ce que Lucie a adopté aussi comme attitude et je trouve que c'est très digne et très classe. Vous avez l'impression qu'aujourd'hui, tout le monde tient encore à Lucie Casté à Matignon? Je pense que la rencontre entre les Français Lucie Casté s'est très bien passée. Oui, les sondages de notoriété le montrent. Avec Emmanuel Macron, moins, mais ça, c'est plutôt tout à son honneur. Vous avez l'impression que tout le monde veut encore Lucie Casté? Oui, parce que le NFP, c'est des partis politiques et c'est la société civile. Et on ne peut pas se priver de la voix principale de la société civile. Il faut même l'amplifier. Mais tout le monde est sur la même ligne. Qu'il y ait plus de monde. Oui, je pense. On va retrouver Olivier Perroux, grand reporter politique à l'Express pour sa carte blanche. Rebonjour Olivier. Rouge, rose, vert, ça donne une idée des nuances au sein du NFP, du Nouveau Front Populaire. Oui. Bonjour Marine Tondelier. Alors on vient d'en parler assez longuement. Vous avez largement œuvré à la création du Nouveau Front Populaire après les élections européennes, qui, il faut le dire, n'étaient pas très fameuses, quasi catastrophiques pour vous, les écologistes. Malgré cela,
38 députés écolos ont été élus à l'Assemblée nationale. On a capacité à se relever assez vite chez les écologistes. Et surtout, est-ce que sans le NFP, vous les écologistes, vous ne seriez plus grand-chose, non ? Écoutez, ça fait 40 ans qu'on est là, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Je pense que on sait les enjeux environnementaux, on en a parlé toute la première partie de cette émission. Je vous en remercie, ça fait du bien de parler de fond, c'était intéressant. Toujours chez nous. Et donc, vous voyez bien qu'on ne peut pas se priver d'un parti écologiste en France. Et que nous, c'est jamais l'adversité qui nous a effrayés. Vous voyez, je passais le week-end à Épinal à travailler sur les ruralités écologistes avec des centaines de militants qui se battent dans les endroits les plus difficiles du territoire. Oui, on aurait continué. Alors, on est fait de ce bois-là, on est moins déstabilisable que la moyenne, figurez-vous. Voilà, justement, vous répétez. Ça ne nous empêche pas d'être là dès le lendemain. Vous répétez sans cesse que vous êtes un lion, un trait d'union entre le. Alors là, j'aime pas trait d'union, parce que moi, je suis pas de la ponctuation. Alors, un lien. On peut être un moteur à énergie 100% renouvelable. Entre le Parti socialiste. Mais voilà, on n'est pas juste un trait d'union. Vous répétez être un lien entre le Parti socialiste et la France insoumise, qui eux se concurrencent au NFP. Puis on vient de l'entendre, là, vous distribuez un peu des baffes aux uns et aux autres. Ah bon vous choisissez. Moi, je me suis trouvée très soft. Les bourrins, on a bien entendu. Vous choisissez. Ceux qui veulent se reconnaître, se reconnaissent. Si je peux juste finir ma question. Vous choisissez tantôt l'un, tantôt l'autre pour mieux en profiter, être élu aux européennes et aux municipales. C'est une manière assez désagréable de présenter les choses parce que vous voyez, les écologistes, ils sont écologistes. Ils ne se déterminent pas en permanence selon est-ce qu'ils seraient plus proches des insoumis ou plus proches des socialistes. On se détermine par nous-mêmes parce qu'on nous sommes écologistes. Et le fait d'être toujours, en tant que femme politique, je suis la seule femme chef de parti. Chacun de mes faits et gestes qui portent l'écologie, les décisions construites dans mon parti, est analysé sur est-ce que c'est un signe donné vers les insoumis, un signe donné vers les socialistes. Je m'en fiche. Ce n'est pas mon sujet. Je suis écologiste et je veux porter l'écologie. Ne parviennent pas à comprendre, c'est à l'Assemblée nationale. Le groupe écolo a accueilli les purgés, ceux qui ont été purgés par Jean-Luc Mélenchon, comme François Ruffin ou Alexis Corbière. Est-ce que justement vous ne craignez pas d'être un peu attrape-tout et de perdre un peu votre identité en recevant les déçus du socialisme ou les déçus du mélenchonisme ? C'était des personnes avec qui on travaillait depuis longtemps, par ailleurs. Moi, François Ruffin, je le connais depuis longtemps. Clément Tegnotin, on se voyait régulièrement. Et donc, ce qu'on a montré, c'est qu'on savait travailler avec tout le monde. Vous savez, les écologistes sont sensibles à la biodiversité. On pense que la diversité est une richesse et que ce qui fait la force du NFP, c'est pas juste que nous, on est dedans. C'est qu'on est plusieurs à être dedans. Et donc moi, je passe pas mon temps à dire les insoumis sont trop insoumis, les socialistes sont trop socialistes. Le NFP marche parce que tout le monde est là. Alors, on parle à des électorats différents et on est assez intelligent pour le faire ensemble. Quand vous avez pris la tête du parti en 2022, au lendemain d'une présidentielle qui était un peu difficile aussi pour Yannick Jadot à l'époque, vous aviez lancé l'idée d'un grand mouvement écologiste qui dépasse Europe Écologie Les Verts, avec 1 million de sympathisants. D'ici 2027. Ça a fait pchit un peu. Absolument pas. Alors vous voulez tout voir négativement, j'ai bien compris. Vous n'entamerez pas ma détermination. J'avais dit 1 million d'adhérents pour 2027. Nous sommes en 2024. Et figurez-vous, mais j'imagine que vous allez vous en réjouir, en 2 ans, on est arrivé à un record historique d'adhérents chez les Verts. Je vous rappelle qu'en 2017, on était 4 000 adhérents. Nous sommes, à l'heure où je vous parle, 18 000 adhérents. Le record de notre mouvement, c'était 15 000 adhérents. Attendez, vous ne me laissez pas finir. Vous voulez à tout prix arriver à votre point. Les écologistes sont nuls, ok, on a compris. Vous savez combien on est de soutien dans notre parti aujourd'hui ? 200 000. Voilà. 200 000 personnes qui ont rejoint le parti comme soutien. Et donc, c'est le début du chemin. Et j'engage toutes celles et ceux qui nous regardent à nous rejoindre. C'est à partir de 1 € sur les écologistes. Justement, grâce à Monsieur Pérou. Et il y a du boulot vu tout ce qu'on vient de voir. C'est à ça qu'on veut travailler. C'est aux inondations, à l'adaptation, à la santé environnementale. Pour la prochaine présidentielle, en 2027, Olivier Faure, le patron du Parti socialiste, il propose une candidature unique de la gauche et des écologistes. C'est Olivier Faure qui propose ça ? Et lui, oui, il a proposé ça. Et lui, il exclut clairement, néanmoins, Jean-Luc Mélenchon. Alors, vous avez une vision très très partielle des choses. Non, c'est vrai, la première qu'il a proposée s'appelle Marine Tondelier. Mai 2023, dans le journal du dimanche. Non, mais c'est pour montrer aux téléspectateurs que c'est pas très impartial comme interview. Mai 2023, je dis qu'il faut une candidature unique de la gauche et des écologistes. Je suis la première à le dire. Et j'ajoute de dire que je ne fais pas du fait que cette candidature soit issue de mon camp un préalable. Parce que tout le monde va dire oui, il faut être unique. Bon, par contre, c'est moi. Son préalable, c'est sans Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que je pense que quand on commence à faire des préalables, on se recroqueville. Et si tout le monde met que des préalables, il y aura même plus de point d'intersection. Donc, nous devons d'abord nous engager, 1, pour une candidature unique. 2, chacun doit accepter le fait que potentiellement cette candidature ne vienne pas de ses rangs. Et ensuite, on doit se mettre d'accord sur quel projet. On a déjà bien avancé là-dessus. Et sur quelle méthode de désignation. C'est aussi simple que ça. Et ça peut passer par des primaires ? Pour moi, c'est pas la meilleure des solutions, mais à un moment, si on doit en arriver là, il faudra le faire. Il faudra bien qu'on choisisse. J'aimerais qu'on puisse faire autrement parce que je sais ce que peuvent au sein du nouveau Front populaire, par exemple. Il faudra même qu'on soit un peu plus large. Potentiellement, le nouveau Front populaire, c'est un accord électoral. Là, il va falloir embarquer la société, les syndicats, les associations, la société civile. C'est non pour Jean-Luc Mélenchon, la primaire. Mais oui, mais aussi un préalable. Nous ne mettons pas de préalable. Nous voulons y arriver. Et on ne va pas faire une petite lutte d'hégémonie. On est là au service du collectif. Si Jean-Luc Mélenchon est candidat à cette primaire, vous dites oui, bienvenue. S'il dit qu'il ne fait pas de sa candidature un préalable à la fin, oui.
Merci Olivier. Merci Marine Tondelier d'avoir accepté notre invitation dans Dimanche en politique. Réalisation Éric Crissy, rédaction en chef Claire Sébastien.